Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Je suis Christophe Rousseau, ingénieur physicien, artiste, coach et apprenti druide. Et je serai aujourd'hui ton guide dans une nouvelle aventure passionnante. Alors si tu cherches à aligner ta spiritualité à ta rationalité, à libérer ton potentiel caché et devenir le leader de ta vie, alors tu es au bon endroit. Alors je te remercie d'être avec moi aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est vraiment un épisode très spécial. Je dirais pas que c'est le point culminant de tout un processus, mais on n'en est pas loin quand même, puisque je vais te parler de mon livre. Pardonne-moi Ella. Bah oui, j'écris beaucoup de livres. Bon, celui-là, c'est 4 ans de travail quand même, puis je ne l'ai pas écrit seul, puisque je l'ai écrit avec la maman de Ella. Et c'est un livre témoignage, puisque nous parlons de notre fille Ella, qui est née sans vie. Et voilà, c'est un livre très important pour moi parce que Ella a été le déclenchement de tout un processus d'évolution, de développement personnel et spirituel. Et ce livre, finalement, c'est une des facettes ou une des conséquences de cette évolution. Mais c'est pas la seule, bien évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui s'est transcrit dans la matière, qui est réel, puisque c'est un vrai livre, et je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas tout à fait l'histoire, je vais pas tout vous raconter, mais pour résumer, lorsqu'on découvre, donc Linda et moi, notre enfant à naître, qui est porteuse d'une grave malformation, on a le choix très difficile à faire et c'est très bien expliqué là dans le livre, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais voilà, c'est un choix lourd de conséquences comme tu peux bien l'imaginer, puisque on navigue entre culpabilité, accompagnement médical pas toujours approprié, un long processus des deuils et de nombreuses épreuves au niveau de notre couple, et vraiment ça a été une très longue histoire, hein, puisqu'on parle de 2018, le livre sort maintenant, donc c'est quand même 6 ans. Et moi j'explique beaucoup que ma détresse, elle est un peu reléguée au second plan au tout début, et je te lirai un extrait justement pour justement expliquer tout ça. Mais c'est bien tous les deux qu'on a dû affronter la perte de notre fille, et on sait qu'un homme et une femme, on gère pas ça de la même manière. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est une écriture à 4 mains, parce que ça n'existe pas. On a voulu partager cette expérience traumatisante, dramatique, mais finalement à la fin qui est une expérience qui nous aura enrichi, bien évidemment. On a voulu la partager du point de vue du papa et du point de vue de la maman, et je trouvais ça très intéressant, parce que il y a de plus en plus de personnes qui vivent ce genre d'expérience, mais c'est beaucoup de témoignages de maman, très peu de papa, et encore moins des deux parents en fait, avec vraiment le pile et la face de l'histoire. Et puis l'idée derrière ce livre, évidemment, alors nous on l'a écrit dans le but de quelque part de nous libérer de quelque chose, d'un poids. Il était aussi dans un but de se reconstruire, dans un but de témoignage, dans un but de faire tomber des tabous, et en particulier le tabou du deuil périnatal, et aussi, pour moi en tout cas, de montrer que les papas ont aussi le droit à faire leur deuil. Parce que souvent le père est mis au second rang, c'est pas lui qui souffre, c'est pas lui qui porte l'enfant, et par conséquent le rôle du père est un peu mis au second plan, et pour moi ça a été très difficile à vivre. Donc c'est un vrai témoignage bouleversant, où on a voulu démontrer que le deuil périnatal, il y a eu beaucoup de progrès, mais c'est pas encore, on n'en est pas encore à être un sujet reconnu, puisque ça reste un sujet tabou. Mon expérience personnelle, et je sais que je suis pas le seul, c'est que, et je le constate encore maintenant, c'est que les personnes proches qui n'ont pas vécu ce type de deuil, moi j'ai ma grand-mère qui a vécu ça, avec qui j'avais pu partager quand elle était encore vivante, mon premier deuil, puisque j'en ai eu 2. Et ça fait partie des choses que je raconte dans le livre. J'avais pu en parler un peu avec ma grand-mère, mais typiquement c'est très difficile d'en parler avec ses proches. Les amis, très difficile aussi, parce que très peu comprennent que
un enfant qui n'a pas vécu, n'a pas, son deuil n'est pas aussi important. Il y a une sorte de hiérarchisation des deuils que je trouve complètement fou, puisque d'un point de vue psychologique, hein, c'est plutôt la projection qui est importante. C'est pas le temps passé avec l'enfant, mais c'est vraiment la projection qu'on en fait. Et voilà, et puis pour moi ça a été une expérience absolument incroyable, parce que c'était la deuxième fois en 18 ans, dans des conditions à peu près similaires, donc avec deux mamans différentes, deux pays différents, puisque la première fois c'était en France, à Rennes, et puis la deuxième fois c'était en Suisse, à Genève. Avec 20 ans d'écart quasiment, j'ai quand même pu constater moi les progrès et l'évolution de la façon dont on gère, en tout cas du point de vue de l'hôpital, hein, du point de vue clinique, ces naissances prématurées et ces deuils. Donc voilà, donc c'était des choses que je voulais partager, et puis je ne veux pas parler au nom de Linda évidemment, mais en tout cas du point de vue de mon rôle de papa, moi j'avais besoin de cette écriture, et je remercie Linda qui a proposé ce projet. Pour résumer, donc c'était le 21 juin 2018, la naissance provoquée de Ella parce que la malformation fait qu'on a estimé que pour nous on n'avait pas les conditions réunies pour que cet enfant puisse vivre et qu'on puisse nous prendre cette charge à notre façon, et évidemment que tout ça c'est très discutable et que c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, et que probablement que le livre va aussi poser ces questions. On n'a pas toutes les réponses, mais on a essayé en tout cas on a fait beaucoup de recherches philosophiques, sociologiques, psychologiques, pour essayer de regarder un peu sous tous les angles ces aspects du deuil périnatal. Et donc voilà, je suis très heureux de cet accouchement, de cette deuxième naissance, parce que c'est la deuxième vie de notre fille. C'est comme ça qu'on a voulu lui rendre hommage aussi. C'est un beau livre, un livre très intime, puisqu'on y raconte notre rencontre, comment Ella a été conçue, et puis tout le parcours après la nouvelle de sa malformation, et puis la prise en charge au HUG à Genève, et ensuite le deuil. Et mon parcours, moi, puisque ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ça a déclenché chez moi une espèce de processus de lente descente aux enfers, puisque j'ai enchaîné donc la perte de ma fille, un grave accident de ski avec rupture des ligaments croisés, un burn-out au travail, et ensuite et pour finir la séparation avec la maman de Ella, ce qui fait qu'en 2 ans je pense que j'ai tout vécu, de ce qu'on n'est même pas censé vivre dans une vie en termes de drame, et qui m'a permis de me libérer, ou de rebondir, ou de me remettre en tout cas en perspective tous les choix de ma vie, et de décider de donner un tournant différent. Dont un était l'écriture, parce que ça c'est quelque chose qui me tenait cher, qui me tenait très à cœur quand j'étais enfant. Donc voilà, il y a beaucoup d'émotions, comme tu peux l'imaginer. C'est un magnifique travail, un magnifique. Moi on en est tous les deux très fiers, bien évidemment. Et ce que je voulais faire aujourd'hui avec toi, c'est peut-être te lire le début. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le début du livre, alors dans tout le livre, j'écris ce que je vis et comment je le pense, etc. J'apporte ma vision, et Linda apporte la sienne. Donc, il y a toujours les deux visions, du papa et de la maman, de tous les événements qui sont impliqués dans la vie de Ella, finalement. Que ce soit avant, pendant et après. Et donc ça c'est important. Donc là ce que je vais vous lire, c'est un extrait de ce que j'ai écrit de moi, parce que voilà, c'est ce qui me concerne. Je veux pas parler à la place de Linda, bien évidemment. Et on l'a écrit vraiment dans cette idée de donner le plus d'intimité possible sans que ce soit trop voyeuriste, parce qu'on voulait aussi donner des émotions, de l'amour à Ella, bien évidemment, mais aussi aux personnes qui vont lire ça, parce que je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître évidemment dans cette expérience, et que c'est bien évidemment le but, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes à guérir, à se soigner, et à montrer que après ces événements
enfin, qu'on n'oublie jamais, bien évidemment. Je parlais de ma grand-mère tout à l'heure. Sur son lit de mort, elle se rappelait encore de la perte de son bébé 60 ans avant. Et elle était toujours aussi émue et traumatisée. Et donc je sais très bien que ce genre d'expérience, pour l'avoir vécu, et je l'ai vécu comme père, pas comme mère, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Et donc pour tous les paranges qui vivent cet événement dramatique, je pense qu'il n'y a pas pire comme événement à vivre, j'espère que ce livre va leur apporter un peu de réconfort et un peu d'espoir. Voilà. Alors, on va passer dans la lecture du tout début du livre, qui raconte un peu Voilà, ça va vous plonger tout de suite dans l'histoire. Donc, sachez que moi, je m'adresse à ma fille dans ce livre, de la même manière que sa maman. Je m'adresse à ma fille et je parle avec elle. Alors, on y va, c'est parti. Je vais essayer de garder mes émotions. Tout commence et finit en ce jour du 21 juin 2018. 18h15. « Elle arrive !» entendais-je ta maman crier. Je pris sa main et la serrai fort en me disant qu'elle était bien courageuse, ta maman. Un accouchement est toujours un acte fantastique, merveilleux et extraordinaire, car on voit la vie naître sous nos yeux. Mais quand c'est pour donner la mort, cela devient un acte difficilement qualifiable. Comment avions-nous fait pour en arriver là ? Nous n'étions plus des enfants, nous sommes tous les deux des parents expérimentés. Alors comment c'était possible ? C'est un cauchemar que je revivais pour la 2e fois, et je voulais me réveiller. Mais hélas, non. Cela faisait 10 heures que nous attendions ta venue. Et là, et tu es arrivé. Ce fut très rapide. « Christophe !» criait ta maman dans un instant de lucidité. « La musique, Christophe, la musique !» Je me précipitai sur mon iPhone et lançai la chanson de France Gall. Elle là, ce je ne sais quoi, que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle là, cette drôle de voix, cette drôle de joie, ce don du ciel qui la rend belle. Elle là. C'était le moment. Je ne devais pas me rater, c'était ma mission et l'échec n'était pas permis. Je me sentais bien inutile dans cette salle d'accouchement, dernier cri des hôpitaux universitaires de Genève, depuis 8 heures ce matin. La musique, quelle bonne idée de pouvoir diffuser la musique de notre choix pendant cette attente interminable. La technologie, ça a quand même du bon, me disais-je. La salle d'accouchement était flambant neuve, très confortable et équipée du dernier matériel dernier cri. Elle était spacieuse, lumineuse, les murs étaient de couleur blanche et il y avait quelques touches de style enfantin et coloré au plafond. Il y avait un lit d'accouchement au centre et suffisamment d'espace pour que le personnel médical puisse circuler autour. Enfin, on pouvait connecter un smartphone à un système audio, ce qui permettait de diffuser nos morceaux préférés. Mais nous n'étions pas là pour donner la vie, nous étions là pour donner la mort. Nous savions que nous allions repartir sans toi, Ella, et je savais que le plus dur restait à faire. Faire le deuil, accepter, reprendre notre vie, retrouver tes frères et sœurs. Mais est-ce possible de reprendre le cours normal de nos vies après une telle expérience ? Je connaissais malheureusement la réponse. Ce moment, je l'avais vécu 18 ans auparavant, et je ne comprenais pas pourquoi je devais le revivre. Pourquoi ta maman devait vivre ce cauchemar elle aussi ? C'était insensé. Et moi, j'ai besoin de comprendre, de donner un sens. C'est mon côté ingénieur qui n'accepte pas la fatalité, l'inexplicable, l'irréparable. Je ne savais qu'une chose, c'est que la vie de ta maman serait à jamais bouleversée et que je serais le seul proche à comprendre. Car uniquement les personnes qui ont vécu un deuil périnatal peuvent comprendre ce que l'on vit, cette douleur insupportable, inexpugnable. Je savais aussi que pour elle, plus rien ne serait jamais comme avant. Je savais qu'il faudrait du temps, beaucoup de temps, et qu'elle n'oublierait jamais ce 21 juin 2018. Moi non plus d'ailleurs. Tu es né, mais la vie t'a quitté lors de l'accouchement. Ta maman a été courageuse. Elle t'a pris dans ses bras et a demandé pardon. Je fus surpris de sa réaction, si humaine finalement. Elle exprimait tout ton amour pour toi pendant que moi j'étais là, penaud, ne sachant que dire, ne sachant que faire. Je me sentais inutile, juste bon à faire le DJ. J'ai senti son amour inconditionnel pour toi et moi, je n'éprouvais que du chagrin pour elle. Et pour être franc, pas grand-chose pour toi. Je ne savais pas trop quoi faire de toi. Et là, dans mon esprit et dans mon cœur, tu n'avais pas encore ta place. J'étais présent physiquement mais absent mentalement. Mon corps se tenait en ce lieu, ma tête était ailleurs. J'étais juste triste et soulagé à la fois. Triste parce que ta maman allait vivre une longue période de deuil, que personne ne comprendrait, et soulagé que l'accouchement soit fini, comme si le plus dur était passé. Évidemment, c'était faux, le plus dur ne faisait que commencer. Je me sentais vide. Je repoussais toutes mes émotions, je devais tenir le coup pour ta maman.
Quel idiot. Et moi dans tout ça, je m'oubliais encore une fois parce que je me sentais responsable. Je devais assumer, faire semblant d'être fort, comme un homme se doit de l'être. Comme je l'ai toujours été. Un homme, ça ne pleure pas, ça ne montre pas ses émotions. Boys don't cry. Comme le chante si bien Robert Smith, le chanteur iconique du groupe The Cure. Je n'ai pas eu la possibilité de créer un lien paternel avec toi, mon ange. On m'a ôté ce droit. Je me sentais coupable de ne pas pleurer, de ne pas ressentir la douleur d'un père qui vient de perdre son enfant. Je ne pouvais pas, je ne devais pas, c'était trop tôt, plus tard peut-être. Je n'ai pas entendu ton premier cri, je n'ai pas eu le droit de couper ton cordon ombilical. Je n'ai pas pu te prendre dans mes bras et essayer de trouver à qui tu ressemblais le plus. Je ne t'amènerai pas à la maison dans ton maxi-cosy, je ne me lèverai pas la nuit pour te donner le biberon. Je ne changerai jamais tes couches. Je ne t'achèterai pas de pyjama rose ni de robe de princesse. Je ne te ferai pas rire en faisant des grimaces ou en soufflant sur ton ventre tout doux. Je ne t'entendrai jamais dire « papa » pour la première fois. Je ne t'apprendrai pas à faire du vélo. Je ne t'apprendrai pas à nager. Je ne te lirai jamais une histoire le soir avant de t'endormir. Tu n'iras jamais à la crèche, ni à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée. Je ne te ferai pas réviser tes tables de multiplication. Tu n'auras pas ton bac. Tu ne vivras jamais ton premier baiser. Tu ne tomberas jamais amoureuse. Et je ne serai jamais intimidant et méfiant à l'égard de tes petits copains. Je ne te consolerai pas lorsque tu seras tombé les genoux écorchés. Je ne te consolerai pas lorsque tu auras le cœur brisé. Je ne te consolerai pas lorsque tu seras fâché avec ta meilleure amie. Tu n'auras jamais de meilleure amie. Tu n'auras pas de compte Snapchat, TikTok ou Instagram. Je ne t'achèterai jamais de smartphone ni de console de jeux vidéo. Nous ne regarderons jamais ensemble Harry Potter, Star Wars et les Seigneurs des Anneaux, ni Wonder Woman ou les Avengers. Tu ne liras jamais de manga, tu n'écriras pas de journal intime et surtout, tu ne feras jamais de câlin. Alors comment vais-je pouvoir continuer de vivre sans t'oublier? Et là, comment assurer mon rôle de père si je ne partage aucune joie, aucune peine avec toi? J'imagine que la réponse, en partie, est dans ce livre, dans l'acte d'écrire ta vie, aussi courte soit-elle. Ce livre te permet d'exister encore un peu, et je l'espère, d'aider d'autres parents à vivre, et pas seulement à survivre à la perte prématurée d'un enfant. Alors commençons par le commencement. Voilà. Je récupère un peu, mais c'est toujours difficile en fait. Même si c'est moi qui l'ai écrit, j'avoue que ça me met toujours en émoi. Évidemment, de repenser à tout ce que je pourrais pas vivre avec ma fille, c'est insupportable, même maintenant, après 6 ans. Comme tu peux l'imaginer. Et ça le sera toujours. Ça le sera toute ma vie. C'est comme ça. Donc voilà, je voulais partager avec toi cet extrait. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'on a écrit. Il y a aussi beaucoup de réflexions. Je pense que je ferai quelques autres épisodes où peut-être je partagerai nos réflexions philosophiques sur le droit de choisir, par exemple. Et sur aussi l'attitude qu'on pourrait attendre de nos proches en cas de deuil périnatal. Voilà. Donc je te remercie d'avoir écouté cet épisode avec moi. Évidemment, je t'invite à acheter mon livre, notre livre, Pardonne-moi est là. Tu peux le trouver sur Amazon, tu peux le trouver à la Fnac, tu peux le commander en librairie. Je pense qu'il est distribué aussi à Cultura, enfin voilà, partout, en tout cas en France. Et puis en version digitale, pour les pays un peu plus lointains. Partage cet épisode avec d'autres personnes si jamais tu en connais qui auraient besoin d'entendre ce message. Et surtout, je t'invite à me retrouver sur le site de Pardonne-moi est là, pardonne-moi-est-là.com, et puis de nous écrire pour échanger à l'adresse pardonne-moi-est-là@gmail.com. Je mets tout ça dans le descriptif de l'épisode et je me réjouis d'entendre vos feedbacks sur le livre et puis sur évidemment vos expériences dramatiques, mais aussi la façon dont la vie vous a permis de rebondir et peut-être de cette résilience ou de cette antifragilité qui aura été permise grâce à votre enfant. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.